Bonjour. Bonjour. Macaron, Petit gâteau, croissant, toilette, écharpe, Rouge. maillot, buffet, bonnet, soutien, lingerie, maquillage, Abattu. Bâton. Casserole. En français. votre goûter parfumé à la langue française. S'il existe aujourd'hui une histoire LGBT+, c'est avant tout parce que des militants, de manière artisanale, hésitante et parfois contestable, ont entrepris d'écrire cette histoire et l'ont imposée, non sans résistance. La question est cruciale, non seulement parce que l'effacement de l'histoire est l'effacement tout court, mais aussi parce que l'histoire est constitutive de la construction d'une identité et d'une subjectivité. Elle a intimement et intrinsèquement à voir avec la manière de se penser et de s'inventer, de vivre et de lutter, avec le je et le nous dans lesquels nous nous reconnaissons. Extrait du livre Archives des mouvements LGBT+, une histoire des luttes de 1890 à nos jours, d'Antoine Didier. Sociologue et historien, Antoine Didier est responsable de la recherche à l'École supérieure d'art et médias de Caen-Cherbourg. Il est aussi journaliste, écrivain et théoricien. Ses travaux de recherche portent sur la politique, le genre et la sexualité, la socio-histoire de l'homosexualité, des intellectuels et de la gauche, le mouvement de l'après 68 et la théorie politique. Il a notamment publié Les vies de Guy Ockeghem, Politique, sexualité, culture, par la maison d'édition Fayard en 2017 et Archives de mouvements LGBT+, une histoire de lutte de 1890 à nos jours, par la maison d'édition Textuelle en 2018, dont on parlera dans cet épisode. Salut, soyez les bienvenus dans notre podcast. Je suis Adrien Louis. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Comme d'habitude, j'ai à côté de moi mon amie, ma camarade Luisa Moraes. Comment ça va, Luisa? Ça va super. Et aujourd'hui, super animé parce qu'on a un super invité et aussi un collaborateur. Voilà, aujourd'hui, on a un invité de taille majeure, donc on a eu besoin d'un camarade supplémentaire pour nous aider dans cette tâche. Salut, Thia, comment ça va? Salut, ça va hyper bien. Merci de m'avoir invité une autre fois. Voilà. Bon, je pense que vous connaissez déjà Thia, hein, il a fait le podcast avec nous sur le cinéma. Et en fait, c'est grâce à lui qu'on a eu l'opportunité d'inviter notre invité, que c'est Antoine Didier. Salut Antoine. Bonjour, salut, bonjour à tous les trois, et puis bonjour à tous les auditeurs et les auditrices, et tous les autres aussi. Voilà, c'est cool, hein? Bon, Antoine, comme d'habitude, on pose cette question à tout le monde. Dis-moi, qui es-tu à la queue de la boulangerie? Alors, qui je suis? Je suis Antoine Didier. Je suis français, ce que j'ai pas forcément choisi, parce qu'on choisit rarement où on est, où on grandit et tout ce que ça implique. Je suis chercheur, sociologue et historien. Je travaille notamment sur l'histoire des questions LGBT, l'histoire des minorités et des mouvements politiques et toutes les formes d'expression, de résistance culturelle, artistique, littéraire qu'utilisent les mouvements minoritaires ou les personnes minoritaires. Je suis gay et je vis à Paris. Voilà un peu pour la présentation. Super. On t'a connu grâce à l'indication de Chai, n'est-ce pas, et de ton livre. Il a indiqué, n'est-ce pas, ton livre Archives de mouvements LGBT+, une histoire de lutte de 1890 à nos jours. Donc, on pense que c'est important pour ceux qui nous écoutent de commencer par l'essentiel. Donc, qu'est-ce que c'est LGBT+, et pourquoi as-tu choisi ce sigle une fois qu'il y a d'autres possibles? Par exemple, au Brésil, on dit souvent LGBT, tout simplement. Et là, on commence à utiliser LGBTQIA+, en fait. Alors, explique-nous.
Alors, ça a été déjà beaucoup de discussions, beaucoup de débats sur quel titre utiliser pour ce livre. LGBT+, donc LGBT pour lesbienne ou gay, bi et trans. Euh, ce qui est fascinant dans l'histoire des mouvements LGBT, ou des mouvements gays et lesbiens, ou des mouvements, on peut dire, des minoritaires sexuels, c'est que les termes mêmes pour se nommer n'ont cessé de se transformer au fil des siècles. Par exemple, au tout début du XXe siècle en France, dans les années 1900, on utilisait par exemple les mots invertis, uranien, qui est un mot qui a totalement disparu aujourd'hui, et pas vraiment le mot homosexuel. De même, le terme gay, venu de l'anglais et des États-Unis, est apparu plutôt à la fin des années 1970 et au début des années 80. Et puis depuis, je sais pas, depuis 20 ans, 25 ans ou moins, ça dépend, est apparue cette expression LGBT pour désigner, pour complexifier la question des identités sexuelles, rappeler que tout le monde n'est pas gay ou lesbienne, qu'il y a aussi des personnes bisexuelles, il y a aussi des personnes transgenres. Au début, on disait transsexuel et puis c'est devenu transgenre pour aussi dépasser la question du sexe biologique et être plutôt sur une question du genre, en soulignant que le genre est une construction sociale ou une connotation sociale. Et puis des nouvelles identités ou des nouvelles subdivisions apparaissent. Tu as dit LGBTQ Q pour queer, I pour intersexe. Parfois, certains ajoutent le mot A pour asexué ou asexuel. Alors, on a préféré, nous, pour ce livre, choisir d'une part LGBT, parce que c'est le plus courant, le plus commun, peut-être celui qui parlait le plus. Et donc, en termes de communication, ça nous semblait peut-être le plus accrocheur. Et en même temps, c'était important d'ajouter le plus pour montrer que l'acronyme n'était pas terminé et qu'on pouvait raccrocher d'autres identités, déjà aujourd'hui, puisqu'on aurait pu dire LGBTQIA, comme on l'a dit, mais que aussi peut-être dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, ce sera encore d'autres lettres. Et donc, c'était une manière de rappeler que ces identités, ces catégories, ces manières de se définir évoluent sans cesse, avec aussi tous les anachronismes que ça peut représenter, c'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, parler on dit de quelqu'un, par exemple, qui est né en 1900, qu'il était queer, alors que lui-même ne se pensait pas comme queer, voire ne se pensait pas comme gay. Donc, c'est aussi pour souligner à la fois donc la transformation des identités et aussi, du coup, tous les problèmes que ça nous pose à nous-mêmes au moment de les utiliser. Super, super. C'est vachement cool. Ici au Brésil, on a tout un débat sur les cibles, en fait, à ce moment-là. Donc, c'est bien de savoir que même en France, on a des discussions pareilles, en fait. Mais voilà, on voudrait savoir quand est-ce que tu as commencé à étudier ces sujets, en fait, de l'histoire du mouvement LGBT ou LGBT+. Il y a longtemps déjà. J'ai déjà publié plusieurs livres sur la question de l'histoire des mouvements LGBT et des questions LGBT. En fait, j'ai commencé quand je faisais mes études. J'étudiais dans la ville de Lyon. Et c'était pour un mémoire de fin d'études, un master thesis en sciences politiques. Et j'avais voulu travailler sur la vie homosexuelle à Lyon dans les années 1970. Il y avait déjà plusieurs questions. Le fait est qu'il y a des travaux sur l'histoire de la sexualité, de l'homosexualité en France, en Europe et ailleurs dans le monde, mais c'est souvent des travaux sur des capitales, par exemple, sur des grandes villes. En France, il y a eu des travaux sur Paris, mais il y a eu extrêmement peu de travaux sur d'autres villes que Paris. Et donc, il s'agissait de dire qu'est-ce qu'il en est dans une ville, une grosse ville, mais en même temps qui n'est pas Paris, qui reste une ville de province, comme on dit, avec tout ce que ça peut avoir parfois de péjoratif. Et puis aussi, l'enjeu, c'était d'étudier les années 1970 pour les mouvements LGBT français. C'est un moment clé, à la fois parce qu'on est après mai 1968, mais 1968, c'est un grand mouvement social.
un mouvement étudiant, un mouvement ouvrier, mais c'est aussi l'apparition, avec un petit décalage, des premiers mouvements féministes contemporains, on va dire, le mouvement de libération des femmes et ensuite le Front homosexuel d'action révolutionnaire. Et du coup, toute une politisation du genre, de la sexualité, de l'homosexualité apparaît et se développe dans les années 1970. Et en même temps, en France, l'homosexualité est restée pénalisée, restée criminalisée jusqu'en 1981-1982. En fait, il y avait 2 articles du Code pénal qui réprimaient l'homosexualité. Et donc l'enjeu, c'était d'étudier un peu cette tension, c'est-à-dire à la fois un militantisme qui se développe, qui apparaît, alors que l'homosexualité est encore pénalisée. Et il s'agissait aussi en même temps de jamais se limiter à la question militante, mais d'étudier ce qu'on appelle les modes de vie ou les sous-cultures, c'est-à-dire quels sont les lieux de drague, quels sont les lieux de rencontre, quels sont les clubs, et comment ces lieux peuvent exister alors même qu'il y a une répression judiciaire, une répression juridique et une répression pénale. Et à la suite de ce premier travail, j'ai ensuite travaillé sur l'histoire de la dépénalisation de l'homosexualité, donc dépénalisation qui a eu lieu en 1980-1982, et d'étudier comment ça s'était passé, comment la question avait été portée par les mouvements LGBT. Ensuite, ce qui a été un gros travail, j'ai écrit une biographie qui était en fait ma thèse de doctorat, une biographie d'un militant homosexuel français très important qui s'appelle Guy Hockenheim, qui est né en 1946, qui était un militant marxiste dans les années 1960, qui était un militant en mai 68 et qui est devenu militant homosexuel au tout début des années 70. Et il était un peu le porte-parole ou le leader d'un mouvement qui s'appelait le phare, le Front homosexuel d'action révolutionnaire, qui est un mouvement très important dans l'histoire des mouvements français. Et puis Guy Hockenheim était journaliste, écrivain, il était proche de Gilles Deleuze, de Michel Foucault, il était proche de quelqu'un qui s'appelait Gilles Châtelet. Il est d'ailleurs allé au Brésil, il a fait quelques séjours au Brésil qui sont... Ah bon, cool. Sur lesquels il n'y a pas beaucoup de traces, on pourra en reparler. Il est devenu écrivain, il est mort du sida aussi dans les années 80. Et voilà, et j'ai écrit sa biographie et à travers son parcours, c'était à la fois une histoire des questions LGBT et une histoire de la gauche, de la gauche radicale ou ce qu'on appelle en France le gauchisme, et une histoire de la vie intellectuelle un peu. Et après, c'est à la suite de ça qu'on m'a demandé de faire ce livre sur la question des archives LGBT, LGBT+. Wow. Oui, en fait, ça m'étonne parfois parce que dans le monde, on voit la France comme un pays très à l'avant-garde. Et parfois, ça m'étonne quand j'écoute des gens parler, par exemple, que l'homosexualité était criminalisée il y a quelques années auparavant en France. Tu vois, c'est quand même... C'est tout le paradoxe de la France. Et même il y a toute une histoire de ça, de la manière dont la France s'est inventée ou s'est construit une identité comme le pays des droits de l'homme, le pays des Lumières, le pays du progressisme, qui aurait vocation à apporter la liberté au reste du monde et à faire rayonner des valeurs au reste du monde, ce qui est évidemment un mensonge et un mythe. Et sur plein de questions, la France a été au moins aussi réactionnaire et au moins aussi conservatrice que d'autres pays, voire davantage conservatrice. Et sur les questions sexuelles, c'est très frappant. Récemment, le mariage pour les couples de même sexe est ouvert en France depuis 2013. Oui, 2013, alors que d'autres pays européens l'avaient autorisé bien plus tôt. L'Espagne, c'était 10 ans plus tôt. La Belgique, c'était aussi également plus tôt, etc., etc. Donc voilà, la France n'est pas du tout un pays de liberté ou de progressisme en soi. C'est toutes les avancées progressistes sont toujours le fruit de luttes, le fruit de combats, le fruit de mouvements. Et par ailleurs, il y a même des mouvements de régression
actuellement, par exemple, mais pas seulement. Et donc, c'est toujours des combats extrêmement forts, extrêmement violents parfois sur toutes les questions des minorités, des libertés, plus généralement. C'est intéressant d'en parler parce que récemment, je ne sais pas si vous avez regardé, mais il y a la série Sex Education sur Netflix qui, il a eu la question d'un personnage il est nigérian. Il habite, je pense que la série se passe à Londres, en Angleterre, je ne sais pas quelle est la ville, mais il va visiter sa famille au Nigeria. Et là-bas, c'est encore, bon, d'après la série, c'est encore interdit l'homosexualité. Et tout le monde a commencé à discuter, à parler de ça, parce que je pense que dans la tête des gens, au moins ici au Brésil, ça n'existait plus, hein, un pays où il y avait cette interdiction-là. Donc, tout le monde ici au Brésil a commencé à parler. On voyait des choses sur les réseaux sociaux à propos de cette série qui était une des les plus regardées ici au Brésil, sur Netflix Brésil. Donc, je ne sais pas pourquoi je commençais à parler de ça, mais je me suis souvenu de ça quand même. Mais c'est vrai que ce qu'on oublie pour la France, c'est par exemple à quel point c'est au fond extrêmement récent. Il y a des enquêtes en cours, mais en France, la pénalisation a été introduite en 1942 et jusqu'en 1982, donc 40 ans. Et sur 40 ans, il y aurait eu 10 000 personnes condamnées pour des relations homosexuelles, ce qui est énorme en fait. Rarement de la prison, c'est plutôt des amendes que de la prison, mais ça n'empêche que c'est extrêmement violent, et ça a été extrêmement violent, et ça reste une histoire très méconnue en France aujourd'hui. Ouais, mais ce que j'ai commencé à penser, en fait, c'est que les trucs, les choses, elles sont super complexes, n'est-ce pas? Donc, Adrien, il a donné cet exemple-là du Nigeria, mais en fait, au Brésil, il n'y a pas cette interdiction, mais quand même, les personnes LGBT+, elles sont les plus mortes au Brésil. Donc, c'est pas simplement le côté d'être permis ou pas, mais des conséquences, n'est-ce pas, d'une société qui est extrêmement, enfin, c'est complexe, ouais. Oui, non, bien sûr, tu as raison. L'homophobie et la transphobie, c'est pas seulement une question de loi et de pénalisation, c'est une question de vie quotidienne, et c'est le cas pour la France aussi. L'homosexualité n'est pas réprimée par la loi, mais des lesbiennes, des homosexuels, des personnes transgenres sont agressées, voire tuées, pas tous les jours, mais elles savent qu'elles sont exposées à des risques de violence, et on le sait en permanence, c'est-à-dire de faire attention dans la rue, de pas donner la main à son copain, à sa copine, de surveiller autour de soi. C'est même un rapport au monde que d'intérioriser ces violences possibles. Et en parlant de ces violences, dans l'introduction de ton livre, tu as dit que le plus important n'est pas ce qui est rassemblé, mais ce qui reste à rassembler. Alors, on aimerait savoir quelles ont été les difficultés que tu as trouvées au moment de commencer cette recherche, de commencer à faire ce recueil de ces archives. Comment ça a été, ça réunit toutes les photos, toutes les images, les histoires que tu as rassemblées dans ce livre? Alors, peut-être déjà, pour revenir sur cette phrase, c'est quelque chose qui était important pour moi de dire. Alors, le livre s'inscrit dans un contexte où il y a pas mal de débats et de discussions en France sur la question des archives LGBT et sur la création de centres d'archives LGBT. Ce qui est évidemment quelque chose de très important et que je soutiens totalement. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que pour moi, l'enjeu n'est pas seulement de créer des centres d'archives, et l'enjeu n'est pas seulement de rassembler des archives. Mais l'enjeu, c'est de poser des questions à la manière dont on écrit l'histoire. Et en fait, ce qu'on appelle l'histoire, ce que je voulais dire, c'est que l'histoire, c'est ce qui se présente comme l'histoire, c'est en fait un récit historique qui est écrit
par les dominants, par les groupes dominants, et qui du coup se présente comme le seul récit historique. Et que appartenir à un groupe minoritaire, être lesbienne, être homosexuelle, mais aussi être noir, être juif, être femme, c'est savoir avoir conscience qu'on pourrait écrire l'histoire différemment et que l'histoire écrite depuis le point de vue de sa minorité ou depuis le point de vue de son groupe social, ce serait tout à fait une autre histoire. C'est par exemple même les ouvriers, l'histoire écrite depuis le point de vue des ouvriers, c'est pas du tout la même chose que l'histoire de la révolution industrielle ou l'histoire des transformations économiques. L'histoire du point de vue des homosexuels ou des noirs, c'est pas du tout l'histoire de la colonisation ou etc., etc. Et que donc du coup il y a un mouvement permanent à mes yeux de contestation des récits historiques et que en fait on n'aura jamais fini de contester les récits historiques et que même un récit, à partir du moment où il est stabilisé, on peut encore lui opposer un autre récit. On pourra toujours écrire l'histoire différemment. Et que donc on n'aura jamais fini de rassembler toutes les archives LGBT possibles, parce que la question n'est pas ce qu'on a, mais pour moi la question est tout ce qu'on n'a pas, tout ce qu'on devrait aller chercher, mais aussi tout ce qui a disparu, tout ce qui a été détruit, tout ce qu'on ne pourra jamais retrouver, ou tout ce qu'on peut retrouver, mais au prix d'un effort immense. Et c'est important pour moi d'insister sur cette idée d'une histoire qui n'est pas close, et de la nécessité d'aller toujours chercher les choses qui ont été laissées de côté, les choses qui ont été effacées, les choses qui ont été invisibilisées, mais qui ont été effacées ou invisibilisées par les groupes dominants, par les hétérosexuels, pour le dire vite, mais aussi invisibilisées au cœur même de nos groupes minoritaires à nous, au cœur même, par exemple, des groupes LGBT. C'était un peu c'était ça la question, l'enjeu. C'était aussi une manière de dire que sur un livre de 200 pages ou de 250 pages, c'est forcément une traversée partielle, c'est forcément lacunaire, il manque forcément des choses, mais ça, c'est toujours... même si on fait un podcast de 3 heures, on n'aura jamais totalement tout dit, on pourra toujours ajouter des choses aussi. J'ai oublié la suite de ta question. Je pense qu'il n'y avait pas de suite, c'était ça même. Ah oui, quelles ont été les ressources aussi? Les ressources techniques même, où est-ce que tu es allé, comment tu as fait, avec qui tu as parlé, des choses comme ça. Alors, déjà, du fait de mes travaux précédents, il y avait pas mal de choses que j'avais en tête. Après, j'ai rencontré pas mal de personnes, à la fois des militants, à la fois des gens qui travaillent dans des bibliothèques, à la fois des historiens pour discuter avec eux, voir s'ils avaient des idées. Il y a des archives qui sont conservées dans des musées ou dans des bibliothèques. Il y a des archives qui sont conservées par des militants. Il y a même des archives qui sont conservées par des personnes individuelles. Voilà, donc ça a été un peu tout un travail de collecte, d'appeler des gens, d'aller voir des gens, de se poser des questions, d'aller lire des choses. Voilà, c'était un vaste travail comme ça pour essayer de chercher des choses. Par ailleurs, j'ai travaillé avec une éditrice qui s'appelle Bernadette Caille, qui elle-même a fait des recherches, a consulté des bases de données. Étonnamment, ça, à mes yeux, ça n'a pas été si difficile, en fait. Et je trouve souvent qu'au fond, comment dire, les choses sont là. Les choses sont... elles sont là, mais pas forcément visibles, ou on n'y prête pas forcément attention, ou elles sont dans une bibliothèque et personne ne sait vraiment qu'elles sont dans une bibliothèque, ou elles ne sont pas mises en valeur dans cette bibliothèque, et que du coup, il y a aussi ce geste d'aller chercher, d'essayer de voir ce qui se cache ou ce qui se trame derrière. D'autres ont été plus compliqués, voire d'autres ont été impossibles à avoir, par exemple. Non, c'est bien de t'entendre parler sur ça, parce qu'en fait, si on parle de l'histoire des minorités, il faut toujours penser à une histoire qui va contre l'histoire officielle, au moins. Et j'ai ton bouquin, d'ailleurs, je l'aime, et c'est très joli de les fêter, en fait. Mais ça, c'est très séduisant, parce qu'on pourrait se dire, soit on a l'histoire du mouvement LGBT en France, ici, avec moi. Et ça, c'est un mensonge, en fait, parce que l'image ne peut pas raconter tout, en fait. Même si tu pourrais collecter toutes les images, enfin, ça ne pourrait pas raconter tout.
Donc, on voudrait savoir s'il y a une image que tu trouves que c'est intéressant de raconter l'histoire un peu qui se cache derrière l'image ou qui était un peu plus difficile à collecter, je ne sais pas. Enfin, une histoire, une image de ton livre. Alors, pour te répondre, j'ai plusieurs exemples, mais par exemple, il y a une image qui a été très facile à avoir, mais qui pose un peu les questions que tu disais. L'écrivain, déjà, avec l'éditrice, on avait décidé aussi d'inviter des personnes à écrire dans le livre pour commenter les images, pour rappeler que les images ne parlent pas toutes seules et que les images, on les fait parler, ou les archives, on les fait parler, et qu'en fait, selon qui parle et selon les questions qu'on pose à l'archive ou qu'on pose au document, ce ne sera pas du tout le même récit qu'on aura. À cet égard, il y a un texte que moi je trouve très beau, qui est un texte de l'écrivain marocain qui vit à Paris, Abdelataya, qui a choisi une photographie de Jean Genet. Il me semble que c'est dans la ville de Tanger ou dans la ville de Rabat au Maroc. C'est une photo de Jean Genet sur un banc, et Abdelataya, qui respecte, qui admire, qui vénère Jean Genet, pose la question quand même à Jean Genet, mais en fait, qu'est-ce que tu faisais au Maroc? Où sont les hommes arabes avec qui tu avais des relations? Quel rapport tu avais avec eux? En posant la question au fond, de toute l'histoire aussi du colonialisme, de l'orientalisme, des rapports raciaux et des liens entre questions raciales et questions sexuelles. Et ça, précisément, ça illustre ce que tu disais à l'instant de cette question, à la fois des images très séduisantes, la photographie. Alors, j'ai le livre, mais je ne sais plus où est la photographie, mais la photographie est à la fois très belle, très séduisante, et en même temps, il faut pas. Voilà, c'est cette photo-là. Voilà. Et c'est ce texte d'Abdelataya qu'il a appelé Jean Genet et les hommes arabes, avec une photographie de Marc Trivier. Donc voilà, on a une photographie extrêmement séduisante, pour reprendre le mot que tu utilisais, et en même temps, quelles questions, quel regard on pose dessus. Et évidemment, par exemple, Abdelataya, qui écrit sur la sexualité, le racisme, la France, le Maroc, lui est capable de poser ces questions-là. Il y a d'autres images qui m'intéressaient. Il y a un réalisateur français qui s'appelle Sébastien Lifshitz, qui a fait plusieurs films, notamment sur l'histoire de l'homosexualité, dont un film qui s'appelle Les Invisibles, qui a collecté et qui collecte encore, qui parcourt les brocantes ou les marchés aux puces ou Internet, à la recherche des photographies un peu personnelles ou de la vie quotidienne de lesbiennes, de gays, de trans au début du XXe siècle. Et il a comme ça toute une collection de photographies un peu de la vie quotidienne, qui sont des photographies que personne ne conserve, qui sont des photographies un peu perdues, qui d'un seul coup permettent de retracer ce qui était la vie des homosexuels, des personnes LGBT, il y a 50 ans, 80 ans, 100 ans. Et c'est une collection extrêmement belle, parce que ce n'est pas des images d'écrivains, ce n'est pas des images de manifestations, c'est vraiment des images intimes et extrêmement fortes. En même temps, moi, ce qui me frappe beaucoup, et je sais que Sébastien Lifshitz n'est pas du tout d'accord avec moi, on s'est même disputé sur cette question, mais moi, je veux toujours aussi poser la question de quel regard on porte sur ces photos. C'est-à-dire pour Sébastien ou pour moi, quand on voit ces photos, il y a une forme d'évidence que ce sont des personnes homosexuelles. Et par exemple, l'évidence qu'il y a un couple gay sur la photo. Et on est touché, on ressent, on est ému par cette photo. Et en même temps, au fond, il y a peut-être une forme de violence, et je crois même qu'il y a une forme de violence à, par exemple, inclure cette photo dans mon livre et à inclure cette photo dans une histoire LGBT. À savoir, est-ce qu'au fond, les personnes sur les photographies, comment elles réagiraient si elles avaient la possibilité, qui est une possibilité toute théorique, de se voir aujourd'hui incluses dans cette histoire. Je ne veux pas dire par là qu'elles ne sont pas forcément... D'ailleurs, je ne sais pas, peut-être qu'elles ne sont pas homosexuelles et qu'elles diraient « mais pas du tout, c'est une erreur » et c'est nous qui leur inventons une sexualité qu'elles n'avaient pas.
Mais quand bien même, peut-être même si, par exemple, il y avait une histoire d'amour ou une histoire sexuelle entre les deux garçons ou les deux femmes qu'on voit sur la photo, peut-être qu'ils ne se reconnaîtraient pas dans cette histoire, qu'ils ne se reconnaîtraient pas dans les termes qu'on utilise. Ils diraient, ben non, mais nous, on n'est pas homosexuels. On était deux garçons qui couchaient entre eux ou deux garçons qui s'aimaient, mais on ne veut pas entrer dans la catégorie homosexualité ou des choses comme ça. Et que du coup, c'est aussi toujours de poser cette question de la manière dont on s'approprie le passé et de la manière dont on dit, mais au fond, ces gens-là, je suis comme eux, ou ces gens-là, nous sommes comme eux, ces gens-là, nous nous inscrivons dans leur histoire. Alors, à la fois, c'est fondamental d'aller chercher ces images et de collecter ces images, et en même temps, je crois que c'est toujours fondamental de questionner le regard qu'on porte sur elles et d'interroger nos propres perceptions et d'interroger la manière dont on les rassemble ou la manière dont on les relie, etc. etc. Et pour moi, c'est toujours très, très important d'avoir au fond une forme de... il y a une théoricienne féministe, John Scott, qui parle de l'évidence de l'expérience en disant qu'il faut toujours se méfier de la manière dont on essentialise parfois les catégories sociales, où on dit, au fond, être une femme, c'était la même chose en 1850, 1900, 1950 et 2000. Et du coup, en tant que femme, on s'inscrit dans l'histoire de toutes les femmes qui nous ont précédées. Ce qui à la fois est vrai d'une certaine manière et en même temps est faux, parce que être une femme aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'être une femme en 1950 ou en 1900 ou en 1850. Et du coup, toujours questionner aussi cet usage des catégories et cette forme d'évidence de ce lien qui parcourt l'histoire. Après, il y a des documents que j'aime beaucoup parce qu'ils sont très forts. Par exemple, il y a des photographies ou des affiches du groupe de lutte contre le sida ACT UP dans les années 1990, ACT UP Paris. Et ACT UP Paris était très fort parce qu'ils avaient des très bons graphistes et ils avaient une identité visuelle extrêmement forte et donc ils avaient des affiches extrêmement puissantes. Alors, je cherche en même temps pour en montrer. Par exemple, même dans les manifestations. Ça, c'est une photo d'ACT UP. Faut que je fasse comme ça. Très belle. Voilà. Et du coup, avec comme ça une mise en scène visuelle où là, il y a deux affiches. Ça, c'est deux affiches d'ACT UP. Donc un travail graphique extrêmement fort et extrêmement puissant, et aussi même dans la manifestation, dans l'occupation de l'espace, quelque chose de très fort. Donc ça, c'est des images extrêmement saisissantes. En même temps, ça m'intéresse aussi de toujours questionner quand on fait un livre comme ça, ou même quand on fait une exposition, il y a toujours des documents faciles et des documents plus difficiles. Et on est parfois tenté de dire, ce tract ou cette affiche, elle est moche, elle est pas assez visuelle. Et du coup aussi d'interroger la manière dont on peut être facilement fasciné par des images parce qu'elles sont belles ou fortes. Et du coup, comment on aurait tendance à rejeter d'autres images parce qu'elles seraient moins évidentes. Et je sais que c'est une discussion que j'ai beaucoup eue avec l'éditrice parce qu'il y avait des tracts ou par exemple des documents qui sont importants historiquement, mais qui sont illisibles, par exemple, visuellement ou très laids. Et donc, comment faire pour composer un livre qui soit à la fois un livre attractif, un livre qu'on ait envie de regarder, mais qui ne soit pas un livre non plus mensonger dans ce choix des images. Et comment on fait? Vous avez réussi à répondre? On se dispute pas mal, on arbitre, on fait des compromis. Moi, j'étais un peu dur parfois. L'éditrice était parfois un peu dure aussi, donc on doit arbitrer. Mais par exemple, pour elle, je pense qu'il y a des choses qui sont absolument pas possibles visuellement et qui finalement sont présentes dans le livre. Par exemple, alors ça c'est ce que je trouve sous les yeux, mais par exemple là c'est une proposition de loi. La proposition de loi de 1992 pour un contrat d'union civile qui permettait aux
aux couples homosexuels d'avoir une reconnaissance légale. Et de fait, ça, c'est un document qui est effectivement moche visuellement et en même temps qui est un document extrêmement important. Donc voilà, c'était des batailles et des discussions. Et Antoine, je te pose une question peut-être un peu plus personnelle, parce que moi, en tant qu'homme gay au Brésil, je suis très intéressé de savoir l'histoire de mes ancêtres, en fait, LGBT au Brésil. Et c'était une mémoire cachée, parce que quand on parle, par exemple, d'une minorité ethnique, il y a aussi d'autres façons d'effacer l'histoire. Mais au moins, quand tu regardes l'histoire de ta famille, tu as déjà une histoire, et c'est déjà historique. Et quand tu es LGBT, enfin, comment raconter sa propre histoire en tant qu'une personne LGBT. Donc, je pense que ces mouvements de penser l'histoire, c'est aussi le mouvement de trouver sa propre histoire. Et je te demande si tu penses pareil, sinon, je sais Oui, pas. non, je trouve ta question très juste et très importante et je suis plutôt d'accord avec toi parce que c'est une vraie singularité des personnes LGBT. Parce qu'effectivement, quand tu grandis, par exemple, en tant que noir dans une famille noire ou en tant que juif dans une famille juive, il y a une transmission familiale de l'histoire et il y a une transmission communautaire, on va dire, de l'histoire, plus ou moins forte, mais il y a une transmission de l'histoire. Et peut-être que la singularité des personnes LGBT, c'est souvent de grandir dans des familles hétérosexuels. Et que du coup, cette appartenance communautaire n'est pas là, et du coup, toute la transmission de la culture et de l'histoire n'est pas là. Et d'ailleurs, c'est quelque chose d'extrêmement... moi, c'est pour ça que j'ai travaillé sur l'histoire LGBT. C'était d'abord pour répondre aux questions que moi-même je me posais, et pour répondre à ma fascination quand j'ai commencé à lire des choses historiques, et d'un seul coup à découvrir... je crois que c'est Oscar Wilde qui parle d'une galerie d'ancêtres à un moment. D'un seul coup, tu dis, ah oui, il y a eu ces gens-là avant moi, personne m'en a parlé, et du coup, ils m'ont précédé, ils ont rencontré peut-être les mêmes difficultés ou les mêmes questions que moi, et ils ont permis que ma vie existe, que ma vie soit possible. C'est Didier Ribon aussi qui parle des vies gays comme des vies hantées par le passé. Et c'est vrai que quand on regarde des récits de personnes LGBT, il y a toujours la question d'aller regarder le passé, d'aller chercher dans le passé pour trouver des modèles d'identification, pour trouver des personnes qui nous ont précédés. Alors parfois, c'est même ça peut paraître un peu ridicule, par exemple, de vouloir à tout prix savoir si Louis XIV était homosexuel, ou si Henri IV était homosexuel, ou si Shakespeare était homosexuel. Il y a comme ça de se dire, mais en fait, en même temps, c'est toujours de chercher tout ce qu'on nous cache, tout ce qu'on cache dans le passé. Et comme ça, il y a vraiment une forme de fascination, mais qui n'est pas une fascination, qui est tout simplement un désir vital d'existence, de regarder dans le passé. Et la question est aussi très importante parce que ça pose la question de quelle structure pour transmettre cette histoire. En France, il n'y a pas, ou quasiment pas, par exemple dans les institutions culturelles, il n'y a pas de musée LGBT, il n'y a pas de centre culturel LGBT. Les musées publics parlent très peu de ces questions-là. Et donc, à chaque fois, c'est des initiatives militantes, d'où la création des centres d'archives LGBT. Alors, les choses changent, il y a des choses qui se développent, des nouveautés qui apparaissent, mais c'est aussi vraiment un enjeu politique et un enjeu historique de faire que cette transmission de l'histoire, cette transmission de la culture soit possible, parce que c'est pas seulement de la culture au sens avoir de la culture, s'intéresser à la littérature, c'est la culture au sens d'exister, de pouvoir trouver des espaces de liberté, de pouvoir vivre comme on aimerait vivre, etc. Donc c'est en ça que c'est des enjeux extrêmement importants. Antoine, au début de notre émission, on a parlé des défis complexes, n'est-ce pas? Pas seulement de l'interdiction de l'homosexualité dans quelques pays, mais des complexités. Donc, alors, on voudrait savoir on connaît un petit peu plus les défis au Brésil, mais en France, on ne connaît pas du tout. Donc, quel type de défis la communauté LGBT+ est confrontée en France aujourd'hui?
Alors, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a, par exemple, alors il y a trois angles possibles. Il y a la question, on va dire, légale, il y a la question sociale et il y a la question même à l'intérieur des mouvements LGBT et des mouvements progressistes. Légalement, comme ça on sera débarrassé, il y a encore beaucoup de choses à faire. La procréation médicalement assistée, par exemple, qui permet à des couples de femmes d'avoir des enfants, vient à peine d'être autorisée, et encore de manière restreinte, de manière réduite. Ça fait des années que les mouvements LGBT, et notamment lesbiens, luttent pour ces questions, et c'est à peine en train de changer. Donc ça, c'est un enjeu extrêmement important. Pour les personnes transgenres, c'est toujours extrêmement compliqué de faire reconnaître son changement de genre, de changer ses papiers d'identité, etc., etc. Toutes les questions qui se posent pour les personnes trans sont extrêmement dures. Alors, c'est une question marginale, mais qui est aussi liée aux questions sexuelles. La question du travail du sexe est aussi toujours un vrai défi, avec une très forte répression du travail du sexe. Le travail du sexe n'est pas interdit en soi, mais il y a un ensemble de répressions. Par exemple, si vous louez un appartement à un travailleur du sexe, vous pouvez être poursuivi parce que c'est considéré comme du proxénétisme, parce que vous bénéficiez des revenus du travail du sexe, des choses comme ça, donc qui rendent la vie Il y a aussi la pénalisation des clients, et ce qui conduit à une précarisation très forte du travail du sexe. C'est indépendant de la question LGBT, et en même temps, on sait que, par exemple, beaucoup de personnes transgenres n'ont pas d'autre choix que de se prostituer pour travailler, et que donc ça touche aussi les questions LGBT. Il y a aussi une très forte homophobie, une très forte lesbophobie, une très forte transphobie dans la société française, en dépit de tout ce qui se passe. Il y a des personnes agressées tous les jours, il y a une violence tous les jours, il y a des enfants qui se suicident encore tous les jours. Et donc ça, c'est une question extrêmement importante. Voir, en fait, je crois que vous le savez encore mieux que moi au Brésil, mais la France n'est pas épargnée non plus par le retour de l'extrême droite et la montée en puissance de l'extrême droite. Et c'est pas seulement l'extrême droite en tant que parti, c'est pas seulement en France le Front National ou des partis d'extrême droite, c'est la manière dont les idées d'extrême droite sont en train de gagner toute la société, et que même des gens soi-disant de gauche ou soi-disant centristes se mettent à parler comme l'extrême droite. Et du coup, on sent que même sur les questions minoritaires, les questions LGBT, dont on pensait que c'était gagné, il y a des retours, il y a des menaces, il y a encore des bars LGBT qui sont saccagés, il y a encore des gens qui sont agressés. À l'intérieur même des mouvements LGBT, il y a évidemment beaucoup de questions, beaucoup de tensions, notamment de rapports entre les composantes. Est-ce que, dans quelle mesure, par exemple, les questions lesbiennes parfois sont invisibilisées, ou de quelle mesure les questions trans sont aussi invisibilisées, donc de rapports entre les différentes composantes à l'intérieur même des mouvements, ce qui est aussi le lot des mouvements politiques, où tout mouvement politique est toujours traversé par des tensions. Moi, je m'intéresse aussi beaucoup en ce moment à une forme d'homophobie ou de gayphobie à l'intérieur des mouvements radicaux, à l'intérieur des mouvements de gauche. Comme si revendiquer ou se battre pour les questions homosexuelles était toujours un peu suspect, restait toujours un peu bourgeois, ou comme si, au fond, il n'y avait pas des questions prioritaires avant les questions LGBT, qui est quelque chose que je trouve qui revient de plus en plus fort, en fait, dans les mouvements marxistes ou dans les mouvements liés aux marxistes, on va dire dans les mouvements de gauche, aujourd'hui, où au fond aussi il y a une tendance à dénoncer la normalisation des personnes LGBT, et par exemple de revendiquer ou lutter contre l'homophobie ou lutter pour le droit au mariage serait une forme de normalisation des mouvements LGBT. Sauf que, en fait, c'est des hétérosexuels qui ont le droit de se marier, qui viennent dire aux homosexuels qui sont en train de se normaliser.
en fait. J'ai Donc pensé à voilà, ça, pardon, mais quand tu as écrit le livre La vie de Guy, comment est-ce qu'il s'appelle, Guy? Guy Hockenheim. Voilà, c'était trop difficile d'en parler, mais quand tu as parlé de mouvement de gauche, j'ai pensé à ça. Donc, peut-être il y a des critiques, n'est-ce pas, dans cette biographie-là. Et il y a toujours peut-être que tu touches déjà ce sujet quand tu écris ce livre. De fait, tu as raison parce que Guy Hockenheim était un militant marxiste, qui a participé au mouvement marxiste et qui, en tant que militant marxiste, a rencontré une très très forte homophobie au sein des mouvements de gauche. Déjà, il tenait cachée, secrète, son homosexualité. Il a dit lui-même qu'il avait une double vie. Il a raconté les insultes, les menaces qu'il a subies. Et au fond, tous les mouvements, enfin, quand le phare, le Front homosexuel d'action révolutionnaire dont je parlais tout à l'heure, apparaît au début des années 1970, il se constitue à la fois contre la société et contre l'homophobie de la société, mais aussi et avant tout contre le marxisme et contre les discours de gauche qui soit considèrent l'homosexualité ou la question du genre, le féminisme comme des questions secondaires ou comme des questions accessoires, avec l'idée qu'il y a la lutte des classes, la question économique, et qu'en fait on s'occupera des autres questions quand la lutte des classes ou la lutte économique sera réglée. Et du coup, tous les voire qui disent aussi que l'homosexualité est un vice bourgeois, qu'il n'y a pas d'homosexualité chez les ouvriers, etc., etc. Donc, les mouvements homosexuels se sont constitués aussi en venant contester la définition de ce qu'est la politique de gauche et de la manière dont le progressisme, c'est pas seulement la question économique, c'est pas seulement la lutte des classes, mais c'est aussi d'autres questions. Mais il y a évidemment la lutte des classes, mais aussi les questions sexuelles et les questions raciales et la question des femmes, etc., etc. Il est vrai aussi que Guy Hockenheim lui-même a beaucoup écrit sur ce qu'il pensait être la normalisation des mouvements homosexuels, sur parfois une forme de neutralisation des questions. Donc c'est aussi une question qui travaille, qui hante les mouvements LGBT depuis toujours, de savoir qu'est-ce que ça veut dire se situer en marge de la société, qu'est-ce que ça veut dire être un mouvement contestataire, et comment se positionner par rapport aux normes sociales, aux normes sexuelles, etc., etc. Donc, c'est des tensions toujours très, très, très fortes et très vives aujourd'hui. Je pense que tu as touché un point très important parce qu'il y a une revue du mouvement LGBT au Brésil qui s'appelle Lampião da Esquina. C'était une revue qui a été publiée parmi les années 70 et 80. Et ils ont fait une interview avec Lula, donc notre ancien président. Parce que Lula était ouvrier, en fait, beaucoup d'années avant d'être président. Donc, déjà comme un leader du syndicat des ouvriers, les gens l'ont demandé sur l'importance des droits LGBT à l'époque. Et il a dit non, mais ça n'existe pas parmi les ouvriers. Donc, ici au Brésil, on a les mêmes enjeux et c'est toujours ça. Hein. Et là, et des gens qui disent que si on parle beaucoup d'identité, c'est ça qui fait que l'extrême droite puisse grandir, en fait. Et c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est la même chose en France. Il y a tout un mouvement qui dit qu'en fait, si la gauche perd du terrain, c'est parce que la gauche a renoncé à parler des classes sociales et qu'en fait, elle parle des questions raciales. La question raciale est extrêmement importante en France aujourd'hui parce qu'elle a longtemps été ignorée, ou des questions sexuelles. Et qu'en fait, la gauche ne parlerait plus qu'aux bourgeois ou aux gens cultivés qui s'intéressent aux questions sexuelles et aux questions raciales et aurait renoncé à parler des ouvriers, comme si déjà c'était contradictoire, comme s'il n'y avait pas des ouvriers noirs ou des ouvriers homosexuels, et comme si, en fait, le principal problème, c'est que la gauche a renoncé à être de gauche et à parler de toutes ces questions, mais c'est quelque chose effectivement d'extrêmement fort et d'extrêmement dangereux aujourd'hui, de cette manière de reprocher aux mouvements minoritaires, aux mouvements raciaux, aux mouvements sexuels, simplement d'avoir politisé ces questions et de vouloir un peu effacer ces questions
avec d'ailleurs une vision très fantasmée ou très mythologique de ce que serait et la lutte des classes et la question sociale, en fait, ou en fantasmant l'idée d'un ouvrier blanc, masculin, etc., etc. En fait, donc c'est aussi une préoccupation fondamentale aujourd'hui. Tu as parlé de cette situation, comment je peux dire, cette tendance des transsexuels à, un peu, je peux dire une obligation, une chose un peu imposée par notre société, que les transgenres travaillent dans le marché sexuel. Et récemment, on a reçu ici une chercheuse qui s'appelle Marina Duarte. Elle a fait un travail à Paris, son doctorat. Doctorat ou master maintenant? J'ai oublié le doctorat ou Non, master. elle finit son doctorat. Ah oui, donc elle a parlé de son master avec nous, dans lequel elle a fait la recherche sur une communauté des transgenres brésiliennes qui s'appelle, elle s'identifie comme travesti, en fait, donc elle utilise ce terme parce que cette communauté l'utilise, dans les années 70, il y a eu un mouvement migratoire de cette communauté des travestis brésiliennes à Paris. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que tu as eu l'occasion, est-ce que tu as, pendant tes recherches d'archives, tu as trouvé cette communauté, tu as déjà entendu parler de ces Brésiliennes qui faisaient la passe à Pigalle et tout? J'en ai un peu entendu parler, mais j'aurais du mal à en parler précisément. Dans le livre, on a reproduit des photographies qui sont très belles d'un photographe suédois qui s'appelle, alors faut pas que je dise de bêtises, qui s'appelle Christer Strömholm. Je prononce peut-être mal, mais qui a fait dans les années 50 et 60, plein de photographies justement à Pigalle des communautés, des personnes travestis, transsexuels, transgenres, avec toute cette question des appellations, et qu'on a fait un livre de photos qui s'appelait, je crois, les Dames de la Place Blanche, ou quelque chose comme ça, qui était très beau. Et je pense qu'effectivement, il y a plusieurs personnes brésiliennes, d'origine brésilienne, dessus. C'est même, ce qui est fou, c'est que c'est même devenu, je pense, au fond un cliché raciste, en fait, presque en France, de dire une forme de travesti brésilien ou de travesti brésilienne, avec tout ce que ça a de raciste et de connotations péjoratives et de clichés. Après, moi, j'ai pas davantage exploré cette question-là, je dois dire, dans mes recherches, donc j'aurais du mal à en parler plus précisément. Voilà. Oui, donc c'était une question plus, pas pour Antoine chercheur, mais plutôt pour l'Antoine personne, quoi. Voilà. Français qui habite à Paris, quoi. Ça, c'est juste une curiosité. Et sinon, on sait que tu produis un podcast aussi qui s'appelle Asphalt Queer. Je ne sais pas si je les prononce bien les noms, mais enfin, je voudrais que tu puisses présenter un peu ton podcast. Et on sait que c'est un travail très important sur les voix queer tunisiennes. Donc déjà, savoir à niveau personnel, qu'est-ce qui t'intéresse sur l'histoire des personnes queer en Tunisie et un peu l'importance de ces mouvements pour ceux qui ne les connaissent pas du tout. Ouais, alors après, le point de départ, c'est un peu un hasard, c'est que justement, j'avais été invité à présenter ce livre sur les archives à Tunis, la capitale de la Tunisie, en 2019, à l'occasion d'un festival LGBT. Et du coup, on m'avait invité à discuter, à faire une rencontre publique avec des militants et des chercheurs. Et puis, on est devenus amis, en fait, et on avait envie de travailler ensemble. Moi, j'ai été fasciné en découvrant la Tunisie. Je connaissais très peu de choses de la Tunisie, si ce n'est qu'il y avait eu une révolution en 2010-2011 et que le dictateur Ben Ali, qui était d'ailleurs soutenu par la France, le dictateur avait été chassé et qui était apparu un ensemble de mouvements politiques. Et en fait, en l'espace de 10 ans, il y a eu une forme d'effervescence
politiques et sociales, et une effervescence sur les questions LGBT, avec beaucoup de mouvements qui sont apparus, beaucoup d'actions, alors que l'homosexualité est toujours réprimée, est toujours pénalisée, déjà pénalisée, enfin est réprimée pénalement, est réprimée juridiquement et réprimée socialement, bien sûr. Avec cela intéressant que, en fait, la répression date du colonialisme, et c'est précisément la France, pendant la période coloniale, qui a réécrit le code pénal tunisien et inséré un article réprimant l'homosexualité. Et du coup, Waïd, mon ami juriste, m'a proposé de travailler ensemble à une forme d'histoire des mouvements LGBT tunisiens depuis 2011. À la fois, il y avait la nécessité, on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire et on s'est dit que faire des entretiens, en fait, ça pouvait être vraiment très bien, c'est-à-dire de recueillir les voix, recueillir les paroles, recueillir des récits aussi, que des gens racontent à la première personne ce qu'ont été ces 10 années. Et c'est comme ça que le projet Aswat Queer est né. Aswat Queer, ça veut dire voix queer en arabe, en dialecte tunisien. Et voilà, on a enregistré une dizaine d'entretiens. Et on les publie régulièrement, avec aussi toute la difficulté que vous connaissez à éditer, à publier, etc. Et je dois dire que c'est quelque chose pour moi qui a été extrêmement passionnant déjà de rencontrer des militants, des chercheurs ailleurs dans le monde, et de découvrir tout ce qui se passait et comment des individus et des groupes luttaient au quotidien sur des questions qui sont là, des questions excessivement vitales, des questions de survie aussi quotidienne. Voilà, super. Je suis déjà super curieuse. J'ai déjà entendu des petits extraits de ce podcast-là, mais jusqu'après qu'on finisse cet épisode-là, je vais l'écouter. Ouais, Bon, alors, on juste commence. un petit commentaire là, parce que, oui, en fait, je n'ai pas eu l'occasion encore de l'écouter, mais en t'écoutant présenter le podcast, ça m'a donné envie, en fait, d'aller écouter. Et c'est beau de voir parce que vous faites un travail même d'enregistrer ces histoires qui allaient disparaître si vous ne le feriez pas, hein. Donc, ouais, et c'est quelque chose d'important pour... même dans mes tout premiers travaux, quand on est historien, on fait beaucoup d'entretiens, on interviewe des gens, et c'est vrai que c'est quelque chose qui pour moi me frappe aussi, c'est que la question de l'entretien, c'est pas juste d'enregistrer et puis de garder pour soi, mais c'est aussi de faire que, à la fois on l'utilise pour réfléchir, mais qu'aussi on donne directement à entendre des voix, des mots, des choses telles que les individus eux-mêmes le disent avec leurs propres mots, leurs propres rires, leur colère. C'est quelque chose de... Et moi, j'aime beaucoup l'audio pour ça aussi. oui, tout à fait. Et quand on a commencé à faire le podcast, ça a été drôle parce que c'était tout, même pour nous, on se doutait tout le temps parce qu'on est brésilien, on a choisi de faire en français et il y a plein de choses qu'on se pose la question pour pas faire comme ça et tout. Mais au fur et à mesure qu'on a commencé à recevoir nos invités, on a vu qu'il y a pas mal de gens qui ont déjà utilisé la langue française dans leur vie, qui ont été, comment je peux dire, pas touchés, mais je sais pas, qui ont été traversés d'une certaine manière par la langue française et qui n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer avec cette langue, hein. Parfois, ils ont étudié en France. Et quand on invite ces gens à parler ici, ils sont vraiment contents oui, c'est vraiment un travail très intéressant d'enregistrer ces voix et diffuser pour d'autres personnes et tout ça. Ouais, voilà. En Tunisie, ce qui est un peu différent, c'est effectivement la question du français, parce que pour le coup, le français est la langue coloniale, et malgré tout, la langue encore pratiquée, c'est-à-dire c'est la langue imposée par le colonisateur. Après, il s'avère que moi, je ne suis pas capable de faire un entretien en arabe. Je connais quelques mots, je déchiffre l'alphabet, mais voilà, donc c'est aussi une forme d'ambiguïté. Et en même temps, ce qui est toujours aussi beau dans les entretiens, c'est de voir comment des personnes passent d'une langue à l'autre, comment des fois on parle en anglais, comment une langue vit et se transforme quand on l'utilise, en fait. Et c'est quelque chose aussi
d'important. Voilà. Sans doute, hein, c'est fondamental. En fait, quand on a choisi d'en faire en français, de le faire en français, on a pensé, parce que si on parle le portugais, c'est la langue du colonisateur aussi pour nous, hein. Et personnellement, on ne sait pas parler autre langue que le portugais. Aujourd'hui, le portugais, c'est notre langue maternelle, même en étant la langue de notre colonisateur en même temps. Donc, on a vu que, peu importe, en fait, si on parle portugais, si on parle français, on va toujours parler la langue du colonisateur. Mais par contre, on a pensé exactement cette chose, de passer d'une langue à l'autre, utiliser les expressions en portugais, brésilien, et pas, parce qu'en tant que prof de français, toujours on se met, on dit non, je vais faire des fautes quand je parle, et même montrer les gens que c'est normal, on fait des fautes, même quand on parle notre langue maternelle. En fait, est-ce qu'il a des fautes ou est-ce qu'il a, si on se communique, ça marche, hein, ça marche bien. Donc, en même temps, on enregistre une histoire, mais on enregistre le discours, hein, parce que c'est pas seulement la chose que la personne raconte, mais comment elle raconte, les pauses qu'elle fait pendant qu'elle parle, l'intonation et tout, hein, tout ça, c'est très beau, même. En fait, c'est faire des échanges à travers la langue. Donc, c'est ça. Bon, malheureusement, on commence à arriver à la fin de notre émission. Donc, on voudrait savoir s'il y a une question qu'on n'a pas faite et que tu veux répondre, ou un thème, ou quelque chose qui t'intéresse maintenant. Comme ça, pas forcément. Peut-être juste parce que tout à l'heure, je ne sais pas si je parlais de Guy Hockenheim et du Brésil, peut-être que ça vous intéresse que j'en dise quelques mots, mais c'est assez fascinant. Mais Guy Hockenheim écrivait dans le journal Libération, le grand journal de gauche, et il a fait un reportage, je crois en 1980, et il est venu à Rio au moment du carnaval. Et c'est assez fascinant parce qu'en fait, il était avec un ami à lui qui s'appelle Gilles Châtelet. Et en fait, ils ont été, mais l'article ne le dit pas, en fait. Il utilise que le prénom. Mais en fait, ils ont été hébergés par l'artiste Elio Oiticica. Au moment où il préparait lui-même dans son école de danse. Et du coup, ils ont assisté au cours de danse de Elio et de son école. Et ils ont participé au carnaval avec le groupe de Elio. Et j'ai trouvé sur le site de la Fondation, on trouve quelques archives et on voit la liste des danseurs. Et dans la liste des danseurs, il y a Guy Hockenheim et Gilles Châtelet. Et du coup, voilà, j'ai essayé de chercher un peu plus de choses, mais il n'y a pas forcément beaucoup de choses, si ce n'est qu'il y a une photo d'Hockenheim déguisé en toucan, l'oiseau, avec un danseur qu'on retrouve dans des catalogues d'exposition ou d'archives de Elio Oiticica. Donc voilà le tout petit lien avec le Brésil que je partage avec vous. Bah, c'est cool, hein? Oui, c'est cool. Rio, carnaval, c'est vraiment un jus pur de Brésil. Et c'était quelques semaines, l'article est en fait très triste parce que c'était quelques semaines avant le décès d'Elio Oiticica, qui je crois a eu un accident cérébral ou une mort très brutale en fait. Et Guy Hockenheim raconte comment à Paris, avant même d'écrire son article, il apprend que Elio vient de mourir et à quel point c'est triste, etc. Ouais, et ce qui est curieux, c'est de voir que cette histoire que tu viens de raconter s'est passée pendant la dictature au Brésil. Donc, des années avec beaucoup de répression, mais qui quand même, les mouvements LGBT trouvaient ces moyens pour fêter, pour être vivant, pour avoir des histoires. Ouais. Ouais. En fait, quand tu as seulement un petit commentaire parce que quand tu as dit que tu as trouvé cette photo-là de Guy avec elle, Oiticica, j'ai commencé à réfléchir, à penser parce qu'au Brésil, les archives, c'est trop difficile. Vous avez la BNF, vous avez, enfin, en France, n'est-ce pas? Mais au Brésil, quelquefois, c'est trop difficile. L'événement d'avoir un appareil photo, c'est quelque chose de super récent au Brésil. Et là, il y a un nouveau bouquin qui vient de sortir, qui s'appelle, voilà, c'est là, qui s'appelle Contre le moral et les bons coutumes. Je dis le bon coutume?
Les bonnes coutumes. Les bonnes coutumes, la dictature et la répression à la communauté LGBT. Collection d'archives de la répression au Brésil qui vient de sortir. Et je me suis souvenue de toi, Antoine, parce que c'est vrai que c'est pas un livre, c'est un livre vraiment extraordinaire d'archives de mouvement LGBT au Brésil. C'est qui l'auteur ou Il l'autrice? s'appelle Renan Quintanilha. Non, c'est Renan Quinalha, je pense. Quinalha, pardon. Ouais, c'est un auteur justement qui fait cette recherche parce que souvent quand on parle de la répression de la dictature au Brésil, on parle de la répression aux ouvriers. Et on ne parle pas de la répression aux travestis. On a eu un génocide des personnes trans au Brésil pendant la dictature par la police, par exemple. Et ce sont des histoires qui commencent à arriver à ce moment-là parce que le Brésil a un problème avec sa mémoire, en fait. Mais ça, c'est une autre question. Mais ouais. Ah, voilà. Je veux bien que vous m'envoyiez les références par mail ou par Instagram. Ouais, tout à fait. Et en fait, pour ceux qui nous écoutent, on utilise pas mal d'images dans cet épisode, puisqu'on va parler des archives d'images. Mais on va les mettre toutes sur Instagram. Hein? Donc, vous pouvez y aller pour consulter, pour regarder ces images qu'on a montrées ici, dont on a parlé, mais que vous n'avez pas vues parce qu'on fait un podcast. Mais voilà. Bon, malheureusement, j'aime beaucoup la conversation, mais on doit finir. On arrive déjà à la fin. Et d'habitude, on pose toujours cette dernière question, qui c'est Antoine, qu'est-ce qui va avec ton pain aujourd'hui? Comment tu vas farcir notre pain? Et donc, moi, ce que j'ai pris pour farcir le pain, c'est j'ai pris la pile de livres qui est à côté de mon lit en ce moment. Et comment je farcis mon pain. Ce qui fait un peu recommandation, les bons conseils de ce que je suis en train de lire. Alors, je suis en train de lire, enfin, je l'ai fini d'ailleurs, mais il est toujours à côté de mon lit, le livre de mon ami l'écrivain Édouard Louis, qui vient de paraître, qui s'appelle Changer, méthode, qui est vraiment très beau. Comment on change quand on essaie de fuir son milieu social, de se transformer, d'exister en tant que gay, quand on quitte la province pour aller à Paris. Voilà, c'est toutes ces questions et c'est vraiment très, très beau. Je suis en train de lire aussi le livre de quelqu'un qui s'appelle Albert Memmi. Celui-là, ça s'appelle Juif et arabe. Albert Memmi, c'était un Tunisien juif qui a grandi à Tunis et qui plus tard a vécu en France et qui a écrit plusieurs livres et qui a été un militant anti-colonisation et qui a écrit plusieurs livres sur le colonisé, sur qu'est-ce que c'est être colonisé, mais aussi plusieurs livres sur qu'est-ce que c'est être juif. Et là, c'est un livre sur la rencontre entre les deux questions et en fait un livre même assez critique des indépendances arabes, du fait de l'antisémitisme et de la permanence d'un antisémitisme, notamment en Tunisie, mais dans les pays du Maghreb. Je lis aussi Richard Wright, Bon sang de bonsoir, écrivain noir américain, voilà, qui est vraiment très bien. Alors là, beaucoup plus classique, Proust contre Sainte-Beuve. Voilà, les écrits de Proust que je dois avouer n'avoir jamais lu contre Sainte-Beuve. Je connais même pas, en fait. C'est qui Sainte-Beuve, c'est quoi? Sainte-Beuve, c'est un écrivain français qui est un peu oublié d'ailleurs aujourd'hui. Et Proust a fait toute une critique de la théorie littéraire et de la théorie esthétique de Sainte-Beuve, selon lequel on pourrait séparer l'œuvre de la vie, etc., etc. C'est des essais, voilà, assez beaux. Là, Amandine Gay, une poupée en chocolat, qui vient de paraître il y a quelques semaines. Amandine Gay, c'est une femme noire adoptée. Et c'est un livre et qui a été adopté par des Français blancs. Et c'est un livre sur les questions d'adoption, sur les questions raciales dans l'adoption et sur son expérience de personne adoptée. Et au fond, ce qui rend le livre très fort,
c'est de réfléchir à la manière dont être adopté, c'est au fond une identité sociale. Comment il pourrait y avoir le groupe des adoptés comme un groupe qui vit une certaine domination ou qui vit certains rapports sociaux, et comment il faut constituer le groupe des adoptés pour réfléchir à ce rapport de domination qui serait l'adoption, ou en tout cas ce que l'adoption produit comme domination. Et voilà, je ne suis pas forcément d'accord. Enfin, il y a des choses que j'aime beaucoup, il y a des choses parfois que j'ai plus envie de discuter, mais je trouve voilà, c'est un livre très fort et très nouveau. Voilà un peu pour ce que j'apporte avec mon pain. Ouais, déjà, le titre, j'ai adoré. Hein. C'est cool. Bon, voilà. Comme d'habitude, toutes ces farces qu'Antoine nous a apportées, elles seront aussi sur Instagram pendant la semaine. Bon, j'aimerais te remercier, Antoine, tout d'abord. Merci beaucoup pour ton temps, pour ta disponibilité, ton intérêt aussi de venir parler de ton travail, de toi, et voilà. C'est moi qui vous remercie parce que c'était vraiment super chouette, déjà super gentil de m'inviter et vraiment super chouette de s'écrire et de discuter ensemble. Voilà. Et merci aussi, Luisa. Merci, Chai, pour accepter de venir. Cette collaboration. Oui, c'était un grand plaisir, Antoine, de parler avec toi. Tu sais, je suis un peu fan de ton travail, donc voilà. C'est grâce à toi, d'ailleurs, que tout ça arrive. Tout à fait. C'est justement, on a pensé, moi et Luisa, on discutait quand on a commencé à se parler sur Instagram. On s'est dit non, on ne peut pas faire cet épisode-là sans Chai, hein, parce que... Je ne sais pas, Chai, comment tu avais entendu parler de mon livre? Je ne sais plus si tu me l'avais dit, mais je ne crois pas. Je ne me rappelle plus, en fait. Je crois que j'ai pensé à faire un doctorat sur l'histoire du mouvement LGBT au Brésil. Et donc, j'ai commencé à chercher sur le concept des mémoires queer, mémoires LGBT, je pense. Je crois que j'ai trouvé une parole de toi au Québec, un truc comme ça. Avec cela, j'ai acheté les livres, d'ailleurs disponibles sur le site des librairies d'Atravesse.com.br. En fait, parce que c'est trop difficile de trouver des livres français pour acheter au Brésil, en fait, parce que c'est super cher. Et il y a à Livraria d'Atravesse. Voilà. On aime parler de cette librairie-là parce que c'est une librairie brésilienne à Rio, et donc toujours on fait la pub de cette librairie. C'est important parce que c'est vrai que les libraires jouent un rôle, ou certains libraires jouent un rôle très important pour faire exister des livres, pour faire connaître des livres différents, etc. Donc pour soutenir les auteurs, etc. Donc c'est vrai qu'il faut toujours remercier les libraires. Tout à fait, ouais. Ah, et bon. Gros merci. Voilà, gros merci. Merci à tout le monde qui nous écoute. Obrigado, comme on dit. Oui. Parfait, très bien. Oui. Bon, merci beaucoup à tout le monde qui nous accompagne jusqu'ici à la fin. Suivez-nous sur Instagram, @ponfrançaispodcast. Antoine, tu fais la pub aussi. Comment on fait pour trouver ton podcast? C'est juste... Alors, Aswad Queer sur Instagram ou aswadqueer.org. D'accord. Et si jamais quelqu'un veut te contacter pour parler de ton livre, c'est possible, comment on fait? Alors, Instagram, Antoine Didier sur Instagram. Et sinon, alors j'ai un site internet sur lequel il y a une adresse mail qui doit être ai@antoinedidier.net. Voilà. Parfait. En tout cas, on va taguer Antoine dans toutes nos publications sur Instagram. Donc, vous pouvez le voir là-bas et le suivre. Et voilà, comme vous voulez. Bon, merci beaucoup. Merci les gens. À la prochaine. Bon, merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Ciao. Ciao, obrigado. Ciao. À bientôt. Bonne journée. Bonne soirée. Et oui. Ciao. À la prochaine.